Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et ma première question est, est-ce que vous m'entendez? Alors, on est peu nombreux ce soir dans le chat, donc ça va être assez privilégié. Bien sûr, il y a toutes les personnes inscrites en replay, et vous pouvez sûrement, vous nous écouterez sûrement après sur le site de Topo. Alors, vous pouvez me dire si vous m'entendez dans le chat, et puis après, eh bien, on va poursuivre notre réflexion sur ce cycle qu'on a initié sur la valeur, la notion de valeur des œuvres, et notamment comment on attribue la valeur d'une œuvre d'art. Alors, est-ce que vous m'entendez dans le chat? Ouais. Bien écoutez, je vais commencer. Peut-être l'enjeu est de résumer déjà ce qu'on s'était dit lors du premier volume sur la valeur de l'œuvre. On avait parlé de l'artiste, de l'œuvre et de la signature, comme d'une spécificité qui, lorsque l'objet a été signé, en reprenant un peu la définition de Duchamp, qui dit que l'œuvre d'art est ce qui est désigné par l'artiste, on pouvait dire que dès le XVIIIe siècle, l'œuvre d'art, c'est ce qui est signé par l'artiste. L'artiste vient apposer d'une certaine manière sa présence. Et c'est ce qui fait la valeur immatérielle de l'œuvre, plus que juste le temps passé ou le coût de production. C'est ce qu'on avait vu. Et on avait vu aussi qu'il y avait une séparation entre la valeur artistique et la valeur économique. Les deux étant corrélés, mais pas forcément proportionnels, c'est-à-dire que vous avez des œuvres qui peuvent avoir une estime artistique forte, mais qui ne se vendent pas. Et, à contrario, des œuvres qui se vendent très bien, mais auxquelles on adresse une estime, une valeur artistique faible. Alors, le champ artistique, c'est ce qu'on va voir en ce moment, et aujourd'hui est structuré de ces deux pôles, valeur artistique et valeur économique. Et tout l'enjeu de ce qu'on voit ensemble dans ce cycle, c'est bien d'essayer de comprendre. Eh bien, on va essayer aussi de comprendre le rôle du prix dans la perception de la valeur. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un tableau, celui de Joachim Böckler, Le marché aux poissons, de la Renaissance flamande du XVIe siècle. Regardez ce tableau. Les corps légèrement déformés, les proportions légèrement inquiétantes, presque expressives, sont un petit peu repoussantes. Comme si Böckler se méfiait justement du marché. Cet espace où se rencontrent l'offre et la demande et où on fixe un prix. On va voir que le prix n'est pas forcément la même chose que la valeur. Alors, petit rappel. On avait vu la dernière fois que la signature faisait d'une certaine manière la valeur artistique et pouvait aussi faire la valeur économique d'une œuvre. On parle alors, avec l'apparition de cette importance de la signature qui va changer à la Renaissance et commencer à apparaître lors du marché aux enchères du XVIIIe siècle. Il y avait le travail de Charlotte Guichard qui est très intéressant sur le sujet. On va parler, puis après tout le 19e et le 20e évidemment, d'un régime de singularité de l'art, c'est-à-dire que l'artiste est original. Et forcément, il doit se distinguer. Plus il va se distinguer, eh bien, plus, d'une certaine manière, il va être artiste. Mais la corollaire, c'est que peut-être il ne va pas plaire à tout le monde, parce que plus il est singulier, moins il peut plaire au grand nombre, de manière conventionnelle. On voit bien donc que ça va être très important, ça va s'exprimer dans la signature. Eh bien, il arrive donc, quand on parle de régime de singularité, qu'il y ait donc des artistes. C'est pour ça qu'on dit, il n'a pas de succès, mais c'est un bon artiste. Ou alors, il vend beaucoup, mais c'est un peu suspect. Eh bien, ça, c'est parce qu'on associe l'œuvre d'art à un régime de singularité. En passant, on avait vu la dernière fois que ce n'était pas, d'ailleurs, le cas au XVe siècle, où on parle même, ou même au XVIe, où on parle de régime de communauté, puisqu'on se mettait tous d'accord entre artistes pour dire « oui, mais ça, c'est un bon tableau ». Vous voyez, il y a des corporations d'artistes où on se disait « ça, c'est un bon tableau, ça, c'est un moins bon tableau ».
Donc ça, c'est très important pour comprendre les logiques d'attribution de valeur, ce régime de singularité, et on va voir après de prix. La formation de la valeur artistique et de la valeur économique sont donc considérées comme deux processus distincts, et aujourd'hui, on va voir évidemment un processus de création du prix. Cette idée-là, ces deux processus de création de la valeur artistique et de la valeur économique structurent ce qu'on va appeler non pas un marché, le marché étant la rencontre de l'offre et la demande, mais je vais revenir après, on va parler de la notion de champ artistique. Alors ça, c'est un concept de Pierre Bourdieu, un sociologue, qui va définir la notion de champ, et ça va vraiment nous être utile pour essayer de sortir de la représentation que l'on se fait du marché de l'art, ou des marchés de l'art. C'est la notion de champ artistique. Alors, quelle est la définition? Je reprends la définition de Wikipédia. Les agents qui composent un champ partagent une croyance dans l'intérêt du jeu. C'est l'illusion. Par exemple, la loi du champ artistique au début du 19e, c'est l'art pour l'art. L'idée que je crée, pour la beauté ou pour la recherche artistique pure, indépendant du champ économique qui est les affaires sont les affaires. On voit donc, ce que dit Bourdieu là, c'est que le champ, il est composé de repères et de règles auxquelles certaines personnes adhèrent. Et donc, les attributions de valeur dépendent des règles dans le champ artistique. Eh bien, nous, ce qu'on va voir, c'est le fonctionnement de certaines règles du champ artistique qui donnent soit un prix, soit une estime à votre œuvre d'art. Et donc, en comprenant cette notion de champ, c'est ce qu'on a fait le mois dernier, eh bien, en comprenant ces notions, on va pouvoir mettre en place une stratégie de valorisation. Alors, on avait vu qu'il y avait plusieurs logiques la dernière fois, la notion de rareté, le fait d'avoir des achats qui se distinguent, la notion de rareté, c'est ce qui va créer de la valeur, le fait que l'œuvre soit unique, par exemple. On avait vu aussi qu'il fallait que l'image de l'œuvre circule. Donc, il y avait déjà plusieurs choses que vous pouvez voir dans le replay du mois dernier. Maintenant, on va comprendre que même si, comme le dit Bourdieu, comme on le voit aussi dans les écrits de Nathalie Henich ou de Charlotte Guichard, qu'il y a une séparation entre la valeur économique et la valeur artistique, il faut bien avouer que nous sommes quand même influencés par le prix. Lorsqu'on voit un prix élevé, eh bien, cela capte notre regard. Et donc, sur le marché, contrairement au champ artistique, sur le marché de l'art, et on va voir dans quelles conditions, eh bien, quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a une influence sur un prix élevé qui serait associée à une valeur artistique. Il y a comme un biais cognitif. Et donc le prix vient jouer un rôle tout de même dans la perception de la valeur, aussi bien économique, on va parler de valeur d'échange, c'est-à-dire s'il y a de l'argent, l'argent me permet d'échanger, que artistique, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une sorte de suspicion sur mais est-ce que ça les vaut vraiment ce prix-là? Est-ce qu'il y a une vraie valeur artistique associée au prix? Et donc, il y a quand même une influence qu'on appelait un biais de confirmation. Ça a été prouvé par l'expérience de Moreau et du Bourdieu, qui sont des travaillent dans la viticulture. Et ils ont fait le test. C'est assez intéressant au début des années 2000, au début du 21e siècle, de dire, ils ont pris des étudiants en œnologie. Ils ont dit, voilà, ça c'est une bouteille chère, c'est un grand cru, puis ça c'est un vin de table, ça coûte rien. Faites-moi la description des goûts. Eh bien, on s'aperçoit que quand on dit mais ça c'est cher, eh bien les étudiants vont prendre plus de temps pour déguster et souvent vont préférer ce qu'on a désigné comme étant cher. Alors qu'en réalité, dans l'expérience, le vin de table, qui est vraiment le vin de table, est désigné comme cher et en fait, le vin qui est désigné comme cher est en fait un vin de table et celui qui est désigné comme peu cher est un grand cru. Et on voit qu'il y a une totale confusion et que le prix vient vraiment influencer la perception. Ainsi, le prix peut influencer la perception de la valeur artistique. Prix et valeur artistique sont corrélés, donc il y a quand même, on va le voir, des corrélations. C'est pas proportionnel, c'est pas parce que
vous êtes forcément très connu ou très estimé, que vous allez beaucoup vendre, mais il arrive que des artistes soient estimés et vendent aussi. Donc on va parler de corrélation. Et donc on s'aperçoit que la vente d'une œuvre, c'est-à-dire le prix qu'on met sur une œuvre et quand on essaye de le vendre, eh bien la vente d'une œuvre sur un marché est quelquefois une tentative de faire coïncider valeur artistique, ce qu'on se disait, hein, c'est cette valeur immatérielle de l'œuvre d'art, et valeur économique, le prix. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît en réalité, encore une fois, au XVIIIe siècle, où il y a un conflit entre l'Académie royale de peinture, où Poussin, par exemple, ne signe pas ses œuvres, où on ne va pas revendiquer forcément par la signature son authenticité. L'Académie va donner souvent des bons prix, va recevoir les artistes, va avoir une fonction très symbolique. Hein. L'Académie royale de peinture, c'est le milieu du XVIIe, et puis ça disparaît avec la Révolution française. Donc ça va créer un capital économique. On va dire, bah voilà, là, il y a des bons artistes, ils sont à l'Académie royale, c'est indépendant du fait qu'ils vendent. Et puis, vous avez le début des ventes aux enchères. Et évidemment, on va en parler, le début des ventes aux enchères, où certains artistes vont signer des œuvres, les vendre aux enchères, et on va authentifier l'œuvre en disant bah, ça c'est une bonne œuvre, elle a été faite par Boucher, Fragonard ou Chardin, et ça vaut de l'argent, regardez, c'est bien signé. Et donc on voit une sorte de volonté de distinction de la part de l'Académie royale pour se dire non, je ne suis pas sur le marché, je ne suis pas un commerçant. Et ça, on en a hérité. C'est pour ça que vous avez des personnes en art, on va toujours chercher à la fois avoir des marqueurs comme des belles expositions, des lieux prestigieux, des résidences d'artistes, on va le voir ensemble, notamment dans le volume 3, c'est comment on construit sa trajectoire pour valoriser son travail. Donc ça va être, c'est un peu d'une manière de se gratifier, d'avoir une légitimité, et évidemment, on va avoir tous les enjeux de vente et de tarification qui sont liés au XVIIIe siècle et dont on hérite encore hein, de l'apparition vraiment des ventes aux enchères. Alors le marché, comment il fonctionne? Il faut bien comprendre la logique de marché, de commerce, un peu comme la bourse, pour comprendre comment on va attribuer une valeur pécuniaire à l'œuvre d'art et comment nous, on peut l'utiliser pour faire ses prix. Alors le principe premier, à l'image de greed, hein, le désir d'argent, la cupidité de Gail Potocki, eh bien, le principe premier du marché, avec les artistes, hein, même depuis Beuclair comme Potocki, se méfient hein, du marché. Eh bien, le principe premier, c'est qu'un marché, c'est bien la rencontre d'une offre avec un tarif. Donc ça, à partir du moment où je mets un prix sur une œuvre, elle devient aussi un produit. Et d'une demande, c'est-à-dire d'une personne qui va l'acheter. La valeur économique, et ça c'est important, la valeur économique de l'œuvre, elle est validée, c'est-à-dire le prix, hein, elle est validée par l'achat effectif de l'acheteur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les prix que vous voulez sur votre œuvre. Si elle n'est pas vendue, eh bien, elle ne vaut pas le prix. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur artistique, ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'a pas d'estime, qu'elle n'a pas de reconnaissance, etc. C'est deux choses différentes. Mais ça veut dire qu'elle n'a pas de prix, elle ne vaut pas le prix économique. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, à l'image de ce petit chat qui pourrait nous donner des explications hein, sur le fonctionnement du marché, eh bien, comme le marché, c'est cette rencontre de l'offre et la demande, et qu'en art, on ne sait pas combien valent les choses, puisque la signature de l'artiste, c'est un peu sa présence immatérielle. Au Moyen-Âge, on dit ingenium, son talent, hein, qui commence à apparaître, la notion commence à apparaître à la Renaissance aussi. Le talent qui n'est pas lié au temps passé, ni à la matière. Bien, ça, c'est très difficile à évaluer. Et donc, sur les marchés de l'art, puisqu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs types de marchés en fonction de ce que vous faites, eh bien, on va avoir besoin de confiance, c'est-à-dire de repères stables. Comment je peux savoir si ce que j'achète, ça les vaut vraiment? Si cette œuvre, ça le vaut vraiment? Eh bien, un marché a besoin de confiance et de repères pour être stable. C'est-à-dire de tiers de confiance
d'un médiateur qui va valider d'une certaine manière, oui, ça les vaut bien. D'où un effet de confiance qui va créer un moutonnage, c'est-à-dire que plus les gens vont vous acheter, plus vous allez être acheté. Moins vous êtes acheté, moins vous êtes acheté. C'est un peu comme la bourse. Ça me fait penser aussi à certains, on en parlera après, mais René Girard parle de désir mimétique. C'est-à-dire, quand il dit ça, il y a une anecdote très simple qui nous permet de comprendre ce que je veux dire. Vous avez, si je prends par exemple mes neveux et nièces, quand ils jouent, eh bien c'est fou, mais quand ma nièce prend un caillou et qu'elle est entourée d'autres enfants, d'un coup, le caillou devient désirable. Parce qu'il y a tout un monde que se fait ma nièce quand elle joue avec son caillou, et bien tous les autres enfants de son âge, c'est-à-dire 4 ans, veulent aussi le caillou alors qu'il y a plein d'autres cailloux à côté. Et bien ça, c'est le désir mimétique ou c'est l'effet de moutonnage, vous voyez. Plus vous êtes acheté, plus vous êtes acheté. D'où l'idée aussi de faire circuler les œuvres. Mais on va voir des conseils concrets pour ça. Donc le fonctionnement du marché, c'est aussi, donc, j'ai besoin d'avoir des tiers de confiance, d'où ces idées de se légitimer avec des expos qui ne sont pas nécessairement commerciales. C'est là où le marché et ce qui n'est pas commercial peut fonctionner dans le champ artistique ensemble. On fait donc, ça je fais une dernière distinction, c'est que vous pouvez voir beaucoup de ventes aux enchères, mais attention, les ventes aux enchères sont souvent sur le second marché. Alors ça, c'est propre au marché de l'art. On fait la distinction entre si vous vendez votre œuvre pour une première fois, on va parler, ce sont des œuvres du premier marché, 90% des œuvres d'art qui se vendent, hein. C'est-à-dire que c'est un artiste qui vend son œuvre à quelqu'un ou un galeriste qui la vend pour la première fois. Et puis, vous avez le second marché. C'est quand votre œuvre est vendue pour la deuxième fois aux enchères, par exemple. Là, vous touchez des droits de suite. Ça, c'est important. On n'y pense pas assez, mais voilà, c'est important d'aller chercher ces droits de suite. C'est-à-dire que si votre œuvre est vendue une seconde fois, vous avez 4% du montant de la vente quand le tarif est au-delà de 750 €. Alors, il y a une tentative d'ailleurs d'essayer le prix, la valeur d'échange, hein, c'est-à-dire la valeur d'échange, c'est le prix qu'on donne à une œuvre. Eh bien, c'est bien pratique parce que c'est utilisé par certains pour essayer de classer la valeur artistique. C'est le principe de la cote. Donc on voit bien qu'il y a quand même un lien, même si le mois dernier, je vous disais, bon, il faut se méfier parce que la valeur artistique, ce n'est pas la valeur économique. Eh bien, la cote de l'artiste, c'est bien ce sous-entendu qu'il y aurait une manière objective de pouvoir comparer les artistes entre eux. On va parler d'artistes cotés et on va voir que c'est lié quand même à la vente. Et donc, la question, c'est comment on peut se faire coter. L'origine du mot cote remonte au Moyen-Âge, du latin quota, toujours utilisé pour désigner une partie qui revêt 3 significations: cotiser, mesurer, c'est ce que ça nous intéresse, et valoriser, évidemment. Si je peux le mesurer, je peux valoriser ce que je fais et dire, ça va rentrer dans un discours de valorisation, une stratégie de valorisation pour dire, eh bien, mon travail vaut quelque chose. Il a une cote. Donc on a bien avoir la cote, hein, c'est bien avoir un certain succès, mais être coté, ça veut dire aussi avoir un certain prix. Et donc on voit que les deux peuvent rentrer, hein, le prix va donc rentrer dans une stratégie de valorisation. Ainsi, je vais prendre, pour définir ce qu'est un artiste coté, la définition la plus stricte. L'artiste coté, c'est celui dont les œuvres sont vendues lors d'une vente aux enchères organisée par le commissaire-priseur et dont le résultat est publié sur une base de données. Vous vendez donc aux enchères, le prix est enregistré et publié sur Artprice par exemple, et donc on va considérer que c'est votre prix, c'est votre valeur. Et sur ces sites, ces bases de données qui répertorient des ventes aux enchères, eh bien, sur ces bases de données-là, vous allez pouvoir être comparé à d'autres artistes. Et donc, il y a toute une logique propre au marché qui cherche constamment à se rassurer sur la valeur des artistes et notamment à essayer d'objectiver un tarif, ce qui est impossible, mais cherche constamment à le faire. Eh bien, quand vous vendez aux enchères, c'est une manière en fait de rassurer les acheteurs et d'être classé. Donc, vous avez des artistes, hein, vous avez d'ailleurs tous les ans
la base de données qui est réactualisée, qui est la base de données d'Artprice, où on va classer les artistes selon ce qu'ils ont vendu le plus cher. Sous-entendu, si tu vends cher, c'est que tu es de bonne qualité. On voit que c'est discutable, mais on voit que c'est quand même une représentation qui existe. Donc, on peut avoir une cote par la vente aux enchères. Et d'ailleurs, petite anecdote, Rauschenberg a bien compris que la vacuité de cette façon de faire pour désigner la valeur artistique, et que la vente aux enchères ne désigne pas nécessairement une valeur artistique, mais ça crée de la popularité, eh bien, ce qu'il a proposé, Rauschenberg, ce que vous voyez là, c'est un dessin effacé. Eh bien, il avait proposé à un artiste connu d'acheter son dessin et de l'effacer et de le vendre aux enchères. Et ça avait fait toute une performance. Vous pouvez, de votre vivant, d'ailleurs, organiser des ventes aux enchères. Alors, on verra quelques conseils. Je peux vous donner notamment, même si, quand vous commencez, vous n'avez pas encore beaucoup vendu, ça peut être intéressant de participer à des ventes aux enchères caritatives. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement, évidemment, mais vous avez Solidar, le 111 des Arts, vous avez toute une série d'événements qui vous permettent de vendre aux enchères de manière caritative. Vous touchez quand même un pourcentage de la vente, vos œuvres. Eh bien, ça va quand même fixer d'une certaine manière dans l'esprit des acheteurs, même pour vous, ça peut vous rassurer, ça va fixer un prix économique. Et ça peut vous donner des repères, ça peut aussi servir à vous lancer et à vous donner confiance, puisque souvent les ventes caritatives se passent très bien. Donc ça peut être très intéressant. D'autres ventes ont lieu, je pense à des artistes vivants, de votre vivant. Vous pouvez aussi travailler avec des commissaires-priseurs dans cette idée de valoriser par le prix votre travail. Alors, il faut se méfier parce que quelquefois, les ventes aux enchères sont moins bonnes que le prix de vente que vous faites dans une galerie ou dans votre atelier. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut faire très attention parce que la perception de valeur est encore associée au prix. Et là, vous voyez Marianne Fontaine, par exemple, qui vend chez Drouot. Alors, quelques publications de résultats, vous pouvez avoir énormément de bases de données. Et donc, participer, vous voyez, je disais que la cote, ça permettait de mesurer et c'était une manière d'associer par le prix valeur artistique et valeur économique. Eh bien, c'est aussi intéressant parce que vous pouvez être référencé sur plusieurs bases de données et donc sur Internet, vous allez être référencé. Et donc, on voit par exemple Artnet, Artprice viennent référencer toutes les ventes et notamment, vous allez avoir votre nom qui va sortir et ça, c'est quand même très intéressant. L'indice Artprice est à l'image d'ailleurs, si on vous dit si vous ne vendez pas aux enchères, ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous n'avez pas de cote. Regardez la méthodologie que prend Artprice, donc cette base de données qui va publier les ventes aux enchères. Eh bien, vous voyez la tête de Thierry Hermann, qui est aussi le fondateur de la Maison du Chaos à Lyon. Eh bien, Artprice, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une méthodologie qui consiste à créer un indice de prix que l'on applique à l'œuvre étudiée. Et pour ça, je vais prendre l'historique des ventes de l'artiste et je vais dire, voilà, cet artiste, il vaut tant par rapport à la moyenne des ventes. Donc, vous avez une cote et donc, si on vous pose la question, parce que ça peut rassurer certains acheteurs qui vont vous dire, mais est-ce que vous avez une cote? Même si vous ne vendez pas aux enchères, votre cote, c'est la base, la moyenne des prix que vous avez fait dans les 5 dernières ventes. Alors, je prends un artiste, par exemple, comme Arnaud Seban, pour vous donner un exemple, qui, lui, a vendu énormément aux enchères, qui est un artiste contemporain, qui vend moins en galerie qu'aux enchères, et qui vend dans des maisons de vente type locales. Alors, c'est pas forcément Drouot, mais vous voyez, par exemple, Cannes, Bélier, Rossini. Et donc, ça peut fonctionner. Le commissaire-priseur va vous mettre dans un lot et vous permettre de vendre. Alors, vous voyez, puis ça permet d'être référencé sur Artprice. Donc, je passe. Mais vous voyez, vous avez aussi un classement mondial qui peut être fait sur Artprice. Donc ça, dans une logique de valorisation, mais c'est très commercial, c'est très lié au marché, eh bien, dans une logique de valorisation, ça peut être intéressant. Et donc, on voit encore une fois que la cote, c'est cet outil, cette tentative pour moi désespérée de classer quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire l'œuvre d'art, et d'essayer de faire des hiérarchies par la vente. Alors, quelques conseils
pratique. Alors, j'essaye de faire une somme simple à l'image de ces deux personnages, Giorgio Chirico, pour jouer avec les prix d'une certaine manière, ou pour faire attention, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un biais de confirmation en disant que le prix vient influencer la perception de la valeur artistique. Quelques conseils pratiques. Si je débute, je peux, par exemple, participer à Solidar, commencer par des ventes aux enchères caritatives. Attention cependant aussi à l'effet de cliquet, c'est-à-dire que comme la valeur perçue de l'œuvre peut être associée au prix, ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça peut. Eh bien, si vous augmentez vos prix et que vous vendez, mettons à 1000, eh bien, si à un moment vous décidez de vendre à 2000 et que une personne vous achète à 2000, vous ne pouvez pas baisser. Pourquoi? Parce que ça dévaluerait l'achat que la personne a fait à 2000 euros. Vous voyez, j'achète à 2000 euros, mais si je m'aperçois l'année prochaine que vous avez vendu une œuvre du même format, du même calibre, à 1000 euros, j'ai l'impression de m'être fait avoir et donc je vais considérer que votre travail a moins de valeur. Donc si on augmente ces prix, on les augmente faiblement chaque année, régulièrement, si je vends bien sûr. L'autre chose, c'est que dans les négociations, il faut mieux offrir plutôt que d'accepter une réduction trop importante. Pourquoi? Parce qu'en offrant l'œuvre, si je veux vraiment que la personne ait l'œuvre, eh bien ça me permet tout simplement de ne pas dévaluer mon travail. Je n'augmente pas, c'est-à-dire que je ne fais pas de réduction supérieure à 15%, parce que sinon je vais trop dévaluer mon travail. Et quand je veux, plutôt que de faire une réduction, je peux aussi tout simplement offrir une petite œuvre, un cadeau en plus. Ou alors proposer des frais de livraison gratuits. Ça n'attaque pas la valeur perçue de l'œuvre, qui est associée au prix. Et puis je peux aussi proposer un paiement échelonné. Le prix élevé est aussi un argument de vente. On avait vu d'ailleurs le mois dernier avec l'effet Veblen que certaines œuvres, si elles ne sont pas assez chères, ne se vendent pas. Elles ne sont pas considérées comme intéressantes. Ça, c'est tragique d'ailleurs. Un prix élevé est quelquefois un argument de vente. On va le voir, ça va rentrer dans une stratégie, puisqu'on a compris que le prix était une perception, un message qu'on mettait sur l'œuvre pour désigner d'une certaine manière sa valeur économique comme artistique. Eh bien, un prix élevé peut quelquefois rentrer dans une stratégie. Une stratégie de perception, puisqu'on a bien compris que le prix, c'était lié à une perception et ça a influencé la perception. D'ailleurs, Seth Godin, qui est une sorte de gourou du marketing, écrit dans La Vache pourpre: les gens ne peuvent pas vous dire ce qu'ils pensent de la tarification, car ils ne pensent pas à la tarification, ils la sentent. Ils sentent le prix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien vaut un litre d'eau, mais on va savoir en rentrant dans le supermarché que ce litre d'eau est plus cher qu'un autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des repères qui vont nous permettre de comparer les prix. Tous les prix sont relatifs et se comparent. Et si je n'ai pas de point de comparaison, je ne peux pas savoir si c'est cher ou pas cher. La Suisse, le coût de la vie en Suisse me paraît cher parce que en France, eh bien, je sais qu'une bouteille d'eau, ça vaut moins cher qu'en Suisse. Parce que je peux comparer. On va parler donc d'ancrage. D'ancrage de prix. Selon la théorie des prix, le consommateur choisit d'estimer le prix de manière heuristique, c'est-à-dire incomplète, c'est-à-dire de manière rapide et intuitive. J'ai besoin d'avoir un repère qui va me permettre de comparer pour savoir si c'est cher ou pas cher. On fait ça tout le temps. Et on fait ça de manière instinctive et rapide. Alors comment ça peut nous être utile, nous, pour valoriser nos œuvres? Comment le prix, qui est une des représentations de la valeur, peut nous être utile pour valoriser nos œuvres? Eh bien, on va nous-mêmes définir un prix d'ancrage. On va nous-mêmes dire au spectateur ce qui vaut le plus la peine d'être vu. C'est-à-dire qu'on va prendre un prix cher qui n'est pas fait pour être vendu. C'est-à-dire que je vais accoler un prix élevé à mon œuvre, 3000 € par exemple, pour rendre les autres moins chers. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui est là pour être comparé. L'œuvre n'est pas faite pour être vendue, elle est faite pour être comparée
à d'autres qui vont tout de suite paraître beaucoup moins chères. Il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est trop cher. Et d'ailleurs, le prix le plus élevé, il est là pour être désigné comme étant trop cher, puisque c'est l'étalon de mesure à partir duquel on va considérer les autres achats. Je vous donne un exemple avec l'expérience de Puteaux qui n'a pas été faite sur des œuvres d'art, mais qui a été faite à l'université, sur un campus, dans les années 80. Joël et Christopher Puteaux, à l'université de Duke, font 3 soirées. Ils organisent 3 soirées avec des étudiants. Alors là, la première soirée, ils ont des publics captifs, parce qu'ils sont là, c'est eux qui organisent la vente d'alcool. Eh bien, ils proposent 2 bières, une bière vraiment affreusement pas chère et pas très bonne, à 1,80 $, puis une autre, un tarif habituel de 2,60 $. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on s'aperçoit que cette bière vraiment pas chère, les étudiants, dans 30% des cas, vont l'acheter, puis les autres vont, 70% des cas, acheter la bière un peu plus chère. Et puis, la semaine suivante, ils font une autre tentative. Là où la bière à 1,80 $, qui est vraiment pas chère, eh bien, ils arrivent à en mettre une encore moins chère. C'est celle qui vous fait mal à la tête. Celle à 1,60 $. Eh bien, regardez. Bizarrement, ils ont donc tiré les prix vers le bas avec un ancrage. Ils ont descendu les points de comparaison. Et vous voyez que plus d'étudiants ont acheté la bière à 1,80 $. Il y a eu, en fait, un déplacement des prix. Et la semaine suivante, la 3e semaine, rebelote, nouvelle soirée. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Regardez. On a pris un prix beaucoup plus cher. Donc, on a une technique d'ancrage où on va ancrer plus cher que le 2,60 $. Eh bien, vous voyez, le centre de gravité a bougé. Et donc, on va avoir à nouveau plus de ventes à 2,60 $. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de prix qui existe en soi. Donc, le prix, ce n'est pas un prix en soi. La valeur là du prix, elle n'est pas, on va dire, intrinsèque. Elle dépend du contexte et elle dépend d'un contexte de comparaison. Elle est relative. Et donc, quand je fais, moi, mes prix, je dois les penser en gamme avec un prix d'ancrage qui va être là pour être comparé. Ça vient bloquer quelque chose. Et après, je vais composer ma grille de tarifs. Et ça peut me permettre de mieux valoriser les œuvres que je veux vendre, qui ne sont pas les plus chères, mais qui sont celles qui vont être désignées comme le meilleur rapport qualité-prix. Alors, je vais avoir un prix de représentation ou d'ancrage qui va être celui qui va attirer l'œil. Et puis, je vais avoir les prix de centre de gravité, et puis je vais avoir mon prix d'appel. Je prends cet exemple, ce petit graphique de Miro, comme une manière de faire ma grille tarifaire. Voilà un exemple de grille tarifaire. Alors, je prends ça j'ai pris une hypothèse, un artiste qui pourrait faire de la peinture acrylique. Eh bien, mettons, il va avoir un tableau qui va être très cher, on va parler de prix le plus cher, qui va être perçu comme l'invendable, l'ancrage, qui va rendre le prix de 1 000 € beaucoup plus accessible, avec un meilleur rapport qualité-prix. Et puis vous voyez qu'entre 400 et 1 000 €, vous avez énormément de tableaux. Et ce qu'on va parler d'un prix d'entrée. Donc ça, c'est une manière de composer sa grille et de désigner d'une certaine manière ce qui a le plus de valeur artistique aux yeux de l'acheteur. Vous voyez, on joue avec le prix pour indiquer où est la valeur artistique. Alors évidemment, certains disent, bah oui, mais plus le tableau est grand, plus il est cher. Et donc plus il a de valeur, d'une certaine manière, plus il est indigne d'intérêt. C'est parce que, effectivement, dans la perception, il y a une différence entre la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est, à l'image de ce masque en or, la valeur de l'or, tout simplement. Alors, ça peut être aussi la valeur de production. La valeur intrinsèque, c'est la valeur indépendamment du contexte, c'est-à-dire le temps que j'ai passé. Ça peut être le coût de production, ça peut être associé au coût de production, pas toujours. Ça peut être le prix des matériaux.
Ainsi, vous pouvez quand même justifier d'une certaine manière les prix, et c'est pour ça que certaines personnes, en fonction de la taille du tableau, vont mettre des prix plus chers. Eh bien, vous pouvez justifier les prix parce que vous faites appel à une certaine volonté d'objectivité en disant, bah oui, mais s'il y a de l'or, mon tableau vaut plus cher. Ça vaut avec le bronze, par exemple. Si je fais du bronze, si j'utilise des matériaux précieux, en photo, c'est si je vais imprimer sur du papier précieux, eh bien, ça vaut plus cher. On va parler de valeur intrinsèque. Et puis, il y a la valeur extrinsèque, c'est le contexte. C'est notamment, si je prends l'exemple de la monnaie, vous avez la valeur du métal, et puis vous avez la valeur conventionnelle que l'on donne à cette pièce de monnaie. Une pièce de 100 euros, si ça existait, eh bien peut-être que le métal ne vaut rien en valeur intrinsèque, mais la valeur faciale, ce qu'on dit en économie, la valeur faciale, vaut 100 euros, et puis c'est la loi qui le dit. Il y a donc un contexte qui vient désigner la valeur. Et ça nous intéresse aussi. Puisque, en fonction du contexte, en fonction du lieu où vous exposez, avec qui vous exposez, vous n'allez pas prendre la même valeur, et même pécuniaire. D'accord? C'est que ça va influencer le prix de votre travail. Et toute la stratégie de valorisation de son travail, d'un point de vue de la valeur, stratégie de valorisation, c'est comment je peux, dans une stratégie, dans une trajectoire, exposer dans certains endroits pour que ça prenne, que ça se vende mieux, peut-être que je puisse le valoriser, et donc un peu plus cher. La valeur intrinsèque n'est pas le prix de vente. Je précise, ça peut être tout simplement le coût de production. Alors, j'ai pris un guide de prix des œuvres photographiques où on voit qu'il y a quand même une influence du prix. C'est en fonction de la taille, puisque plus les tailles est grande. C'est le site Casuart qui propose ça, qui est devenu RiseArt maintenant, et qui est très simple. C'est-à-dire que plus le format est grand, plus ça vaut cher, et puis plus en fonction de les photos, c'est-à-dire en fonction de mon support d'impression, ça vaut plus cher aussi, ce qu'on appelait. Ça influence, donc la valeur intrinsèque, le coût de production, va tout de même influencer le prix final, mais ce n'est pas le prix final. Le prix final, il va être aussi déterminé par le contexte. Et ce contexte, c'est bien lié au fait de créer le désir. On va appeler le désir mimétique. Si l'on veut schématiser le processus du désir, ce n'est pas la ligne qui relie simplement un sujet, moi par exemple, à un objet, une œuvre d'art, et qui me dit « Ah, j'ai envie de cette œuvre, je l'achète ». Donc, si l'on veut schématiser le processus du désir, ce n'est pas la ligne qui relie simplement un sujet à un objet qu'il faut dessiner, mais un triangle. Car, entre les deux termes précédents, il faut poser l'existence d'un troisième, le médiateur. C'est ce qu'on disait dans la notion de marché. C'est dans le médiateur que mon désir trouve son origine. Je désire toujours ce qui m'est indiqué comme désirable par un tiers, soit qu'il le possède, soit parce qu'il le désire. Si quelqu'un d'autre possède ce tableau, si quelqu'un d'autre désire ce tableau, il y a de grandes chances que j'ai envie de ce tableau aussi. Ça arrive. C'est le principe de fonctionnement du désir qui est souvent mimétique. Alors c'est intéressant, quels sont les critères du désir mimétique? Comprendre ce qui crée le désir de l'œuvre chez le regardeur, indépendamment du coup de cœur, qui existe bien sûr. Eh bien, essayer de comprendre ces critères-là, c'est se permettre de pouvoir jouer avec et de pouvoir agir dans le champ artistique, cette notion de Bourdieu. Et pour ça, on peut prendre des sites comme Artfac ou Limna qui essayent d'estimer ce que pourrait valoir un artiste en se basant sur des critères qui ne sont pas économiques. Et donc, en reprenant ces critères, on va pouvoir savoir ce qui fait fonctionner le désir mimétique, ce qui crée le désir. Et ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de mettre en place une stratégie de valorisation. Et ça vient, ce que je vais vous dire là, vient compléter ce qu'on avait vu le mois dernier. Alors, j'ai pris deux sites, Artfac et Limna. J'ai pris une artiste, Julia Hutto. Ce site, Limna, vous pouvez aller, c'est accessible uniquement par téléphone, essaye de classer des artistes en fonction de critères qu'ils se veuillent objectifs et qui ne sont pas uniquement économiques. Alors, quels sont les critères?
Vous pouvez d'ailleurs rechercher dans cette application les profils et peut-être que vous y êtes. Alors, eh bien, on va avoir plusieurs critères qui sont utilisés. La présence sur des foires d'art contemporain ou des foires qui sont connues, alors ce sont souvent des foires internationales. Le nombre d'expositions et, on le voit, les lieux d'exposition qui sont plus ou moins globaux, c'est-à-dire plus ou moins disséminés dans l'espace, c'est-à-dire est-ce que c'est dans votre ville, dans votre région, au niveau national ou au niveau international, et la reconnaissance culturelle, c'est-à-dire l'institution, ce qui n'est pas économique. Et ensuite, vous avez la carrière. Donc, vous avez ces 4 pôles qui vont influencer bien, la valorisation de l'artiste, et c'est normalement, c'est aussi associé un petit peu au désir d'achat d'œuvres, où ça crée en fait chez certaines personnes du désir. Alors, pour aller plus loin, on peut recouper les informations et identifier justement quelques récurrences là-dessus qui reprennent ces 4 catégories que sont la durée de la carrière, le fait de participer à des foires, le fait d'avoir une reconnaissance institutionnelle et le fait d'être disséminé, d'exposer un peu partout dans le monde ou en France ou dans la région. La zone, on peut parler même de zone d'achalandise. Alors, si on regarde sur Artfact, je reprends l'artiste Julia Hutto, eh bien, on voit que les critères qui sont sélectionnés sont un peu les mêmes. Vous avez bien sûr les institutions, les musées, les biennales, vous avez aussi les foires d'art contemporain et la différence entre les groupes shows ou les solo shows. On voit aussi que regardez, si je reprends le parcours de Julia Hutto, eh bien, elle a exposé au Musée des Arts Décoratifs, donc ça valorise son travail, évidemment. Elle a exposé à la Fondation Villa d'Atrice, donc les fondations, un centre d'art, etc., etc. Donc, vous voyez, ça, ce sont des marqueurs de valorisation qui peuvent essayer de se traduire par un tarif, hein, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on va appeler le contexte qui va influencer ce que j'appelle la valeur extrinsèque. C'est-à-dire, ah ouais, mais ça, c'est génial comme œuvre. Et puis, vous voyez, il y a aussi autre chose. C'est les expositions avec les artistes avec lesquels elle a exposé. Par exemple, François Baucher, Patrick Jouin, Luigi Menolfi. Eh bien ça compte aussi, puisqu'il y a une sorte d'auto-validation avec les artistes avec lesquels exposer. Donc c'est très important d'exposer avec des artistes avec lesquels on se sent à l'aise. Et ça vient renforcer votre légitimité. Donc le conseil, c'est évidemment d'exposer avec d'autres artistes. Eh bien, ça vient renforcer votre légitimité. C'est pris en compte, on le voit dans ces sites. Donc c'est important dans la notion de champ artistique. Ainsi, si je fais une synthèse des critères d'appréciation d'une trajectoire, et on verra le mois prochain comment je peux construire ma trajectoire professionnelle pour valoriser mon travail, donc donner de la valeur à mon travail. On va voir qu'en fonction des milieux et en fonction de votre démarche artistique et de votre médium, eh bien ça change. On n'a pas tout à fait les mêmes trajectoires, on n'a pas les mêmes effets de légitimation, mais on peut quand même reprendre, faire une petite synthèse des critères d'appréciation de la trajectoire. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit, encore une fois, si je reprends ces sites qui attribuent une valeur, on va dire, extrinsèque au travail, eh bien, si je reprends ces sites, le fait d'exposer avec d'autres artistes, c'est évidemment important, c'est le début de la valorisation. On avait vu d'ailleurs le mois dernier que troquer ces œuvres, c'était une manière, entre artistes, c'était une manière de les faire circuler. Il est important d'exposer lors d'événements, foires, festivals, qui sont des groupes shows et qui existent depuis plus de 5 ans. Pourquoi? Parce que une foire d'art contemporain ou une foire d'art actuel, un festival, pour être à l'équilibre économiquement, il doit exister normalement, il met 10 ans à vraiment fonctionner. Et puis, plus il va durer, ça, le critère de durée en art, c'est hyper important parce que c'est ce qui donne de la valeur à votre travail. Si vous êtes artiste uniquement depuis 1 an, vous pouvez arrêter du jour au lendemain. Finalement, votre travail ne va pas être considéré comme abouti. Mais si vous exposez régulièrement,
De même, c'est comme la foire. Si cette foire elle est très ancienne, prenons par exemple Art Basel, Art Morichaud à New York, eh bien ce sont des foires qui sont anciennes et qui donc ont de la valeur, sont considérées comme étant importantes. Donc, si j'expose dans une foire qui a une histoire, un historique, eh bien ça va valoriser mon travail. Vous voyez, ça, ce sont vraiment des marqueurs. On avait dit que le marché avait besoin de marqueurs pour se rassurer. Eh bien, ça, ce sont des marqueurs qui vous permettent bien de valoriser votre travail. L'autre chose, eh bien, c'est toujours la même, l'héritage de l'héritage de l'Académie royale, j'ai envie de dire, c'est d'exposer dans des institutions publiques. Des choses qui sont décorrélées en apparence du marché, qui n'ont pas d'intérêt économique à vous exposer, un musée, un centre d'art, et qui vont quand même légitimer un peu votre travail. Vous voyez, on voit que c'est pris en compte dans ces sites qui essayent d'estimer une cote qui ne serait pas économique de l'artiste. Et puis on voit, encore une fois, si je continue à décortiquer eh bien, tout ce qui est important pour faire grandir sa notoriété et à terme mieux vendre, eh bien, c'est d'exposer en dehors de sa région et à l'international. La dernière chose, c'est évidemment d'être dans une collection publique. Alors, vous pouvez aussi être dans une collection privée. Hein, ce n'est pas au contraire, c'est très valorisant aussi d'être dans certaines collections privées si elles sont faites par des collectionneurs, des amateurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui apparaît, hein, dont on hérite depuis le 19e siècle, c'est les amateurs, hein, la notion d'amateur d'art qui arrive avec l'époque romantique. Ainsi, on a compris que tous ces éléments-là, exposés avec d'autres artistes, exposés dans une foire ou dans un festival qui a un historique, qui a exposé d'autres artistes connus, donc ça, le fait d'être dans un centre d'être dans des institutions, centres d'art ou musées, le fait d'être dans une collection publique, le fait évidemment d'exposer à l'international ou sur le territoire dans toute la France, eh bien, ça vient désigner, ça existe dans tous les milieux. Et en fonction de ce que vous faites, mettons que vous faites de l'art animalier, vous pouvez avoir le même fonctionnement, les mêmes critères, mais ce ne sont pas les mêmes lieux. C'est-à-dire que on retrouve l'importance d'exposer dans des festivals qui sont sélectifs. Par exemple, pour l'art animalier, vous avez la David Shepherd à Londres, ou même des festivals comme la Salamandre. Je prends des exemples très spécifiques. Eh bien, vous avez évidemment ces logiques de milieu, mais qui reprennent, hein, on reprend toujours les mêmes critères, donc vous pouvez appliquer ces critères à votre milieu. On verra le mois prochain comment le définir, comment définir son milieu. Et en fonction de votre milieu, et ça c'est très important, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas être sensibles à l'art animalier, ni même aux marqueurs de valorisation de l'art animalier, qui ne seront pas du tout sensibles au fait que vous avez fait la David Shepherd en art animalier. Ça ne va pas leur parler. Ils vont être plus sensibles au fait que vous ayez fait la FIAC, par exemple. Et puis, les gens qui sont vraiment fans d'art animalier, la FIAC, ils s'en foutent complètement, si je puis dire. La première évidence, ça c'est ce que dit Gilles Deleuze sur le désir, et ça c'est important. La première évidence, c'est que le désir n'a pas pour objet des personnes ou des choses. Je ne désire pas donc juste cet objet. Je désire, par exemple, des milieux entiers qu'il parcourt, des vibrations et des flux de toute nature qu'il épouse. Et c'est ce qu'il dit aussi dans l'Abécédaire. C'est-à-dire que Gilles Deleuze, dans l'Abécédaire, dit « Je ne désire pas ce chemisier. Je désire ce chemisier parce qu'il est dans cette boutique, qu'il a été porté par cette personne, parce que je l'ai vu dans cette rue, à ce moment, à cette saison. Je l'ai vu dans ce magazine, etc., etc. » Il existe ce désir dans un milieu, un environnement. Et l'objet que je désire est traversé de cet environnement. Eh bien, vous inscrire dans un environnement, c'est ce qu'on va voir ensuite. Alors là, aujourd'hui, on a vu les modalités et les jeux, l'influence que pouvait avoir le prix sur la perception. Mais on va voir que bien s'inscrire dans son milieu, avec stratégie et avec méthode, ça va permettre à un moment d'augmenter aussi bien la valeur artistique que la valeur économique, c'est-à-dire de mieux vendre.
Et je terminerai là-dessus sur une phrase de Van Gogh, citée par Nathalie Henich, qui écrit La gloire de Van Gogh, qui a étudié sa trajectoire, qui dit la chose suivante: je signe pour que les gens qui me voient comprennent que je leur dis tu. C'est intéressant ce qui se passe dans cette phrase de Van Gogh, puisque ce qu'il dit finalement, c'est qu'il travaille un petit peu, pas uniquement pour la postérité, mais il met de soi dans l'œuvre, et c'est ce qui fait que l'œuvre, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'irréductible à sa valeur et à son prix. Mais en faisant ça, et en réussissant, alors de son vivant, il ne l'a pas fait, mais en signant sa signature, sa présence va prendre de l'importance, et il va s'adresser directement au regardeur. Et c'est peut-être ça, c'est que la leçon qu'on peut prendre, puisque là on est en train de voir tous les mécanismes qui, d'une certaine manière, emprisonnent l'œuvre. Et c'est aussi important de voir que l'artiste, en signant, en étant dans sa démarche, à un moment tout de même, il peut se libérer de toutes ces logiques-là et apposer sa démarche dans un objet. C'est une manière de communiquer directement quand même avec le regardeur. Et donc, même si c'est, quand on met un prix, ça rentre dans une logique de marché, l'œuvre d'art, elle échappe tout de même au marché. C'est ce qui fait que c'est si mystérieux. Et cette capacité que l'œuvre à dire tu au regardeur, c'est peut-être ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose de mystérieux dans une œuvre d'art. Merci beaucoup pour votre écoute. Et donc, je vous dis au mois prochain. Vous pouvez toujours vous inscrire sur... c'est gratuit. Vous pouvez aller sur les conférences de notre agenda, regarder un petit peu tout le programme. Vous avez évidemment l'agenda en ligne sur le site Topo. N'hésitez pas aussi à nous écrire, à nous poser des questions. Et on continue notre aventure sur le cycle de la valorisation. Stratégie de valorisation, qu'est-ce que la valeur d'une œuvre? Comment on attribue cette valeur? Eh bien, on va voir le mois prochain la trajectoire et comment on peut valoriser son travail en construisant sa trajectoire. C'est pour le mois prochain. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.